Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc rassurez-vous, il ne s'est rien passé. Voilà, cette photo, elle vient pas de chez moi. Mais j'avais envie de commencer par cette image un peu percutante, voilà, pour aborder un sujet qui doit être notre préoccupation première. La sécurité de notre installation électrique, qu'elle soit photovoltaïque ou non. Voilà, je pense qu'on sera tous d'accord. Alors moi j'avais envie d'aborder ce truc pour vous donner allez, quelques tuyaux, quelques informations, quelques pistes, et puis surtout pour vous influer et vous influencer d'ailleurs, insuffler et influencer, pardon. Euh, tout ce qui concerne voilà, de ne pas être intransigeant avec quoi que ce soit qui touche à la sécurité du domicile, de la famille et donc globalement de l'installation photovoltaïque et puis l'installation de votre maison. Donc on va parler de tout ça. J'ai préparé un peu la vidéo quand même, hein, une trentaine de minutes là. Je pense que c'était nécessaire que je vous apporte quelques supports. Et puis j'ai pris quelques notes. Alors, globalement, on va parler panne électrique. Voilà, les pannes électriques. Et les pannes électriques peuvent se traduire de plusieurs choses et elles peuvent avoir plusieurs raisons. Alors, d'abord, l'idéal serait de ne pas parler de panne électrique. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait de panne électrique. Et pour pas qu'il y ait de panne électrique, il faut de la prévention. Voilà. Et la prévention, ça commence déjà à la conception d'une installation. Une installation bien faite va limiter le risque de panne. Et pour faire une installation dans les règles de l'art, pour pas qu'il y ait de panne, ou pire qu'une panne, on a des supports. Voilà, donc si vous respectez les indications des supports, si vous respectez les normes, et donc si vous calibrez parfaitement les sections de câbles, les calibres des disjoncteurs, les calibres des contacteurs, enfin voilà, si tout est en adéquation avec l'utilisation que vous allez en faire et en avoir dans votre installation électrique, et si la pose est correctement faite, et si vous utilisez les bons outils, normalement, il ne peut pas se produire de panne, sauf, avec le temps, parce que le temps fait son œuvre, avec des phénomènes qu'on va appeler l'usure, qui vont se traduire par des symptômes déjà, puis ensuite des pannes, et puis par des conséquences, hein, que là vous avez par exemple lorsque, voilà, ça c'est typiquement ce que l'on voit lorsqu'il y a un problème de serrage sur une borne. Donc avec le temps, se produit un phénomène inévitable. Vous avez beau faire ce que vous voulez, les bornes électriques se desserrent. Elles se desserrent parfois dans un contexte industriel, ça va être les vibrations, parce qu'il y a des vibrations à certaines fréquences qui vont faire. Ensuite, il y a l'autre phénomène, c'est les conducteurs eux-mêmes subissent une pression lors du serrage, et donc il y a une période durant laquelle va se produire ce qu'on appelle, enfin moi ce que je vais appeler un matage, donc un aplanissement, et donc il va y avoir une prise de contact avec le point de resserrage, le point de contact qui va bouger, et ça va créer un système de, enfin un peu une espèce de vide, de mou, je sais pas comment vous dire ça, et puis vous allez vous retrouver avec potentiellement mauvais contact, mauvaise connexion, et puis qui peut aller jusqu'au desserrage complet, hein. Tout ça c'est voilà, tout ce que je vais vous donner aujourd'hui c'est vraiment du vécu chez moi, chez les copains, des fois où je suis intervenu, et puis dans le monde de l'industrie. Alors, dans le monde de l'industrie, euh, l'essentiel des pannes maintenant, dû à ce que je viens de vous citer, je dirais, est en constante diminution. Et pour cause, l'industrie applique des normes, et l'industrie, lorsqu'il y a une machine qui est installée, ou une installation qui est faite, les entreprises doivent, pour pouvoir être assurées correctement, faire valider régulièrement, alors fréquence, bon je sais que dans l'entreprise où je bosse c'est tous les ans, ils font venir une boîte experte en la matière, donc moi je connais très bien, c'est APAV, qui eux font l'inventaire de toutes les installations électriques sur l'entreprise, du point de vue des normes, pour assurer la protection des machines, mais pour assurer la protection des personnes. Donc il y a un contrôle annuel. Ces personnes, vous les accompagnez dans l'entreprise, vous les faites visiter tous les éléments, toutes les installations, ils procèdent à des tests, des mesures, des contrôles visuels, ils regardent les références, ils regardent le schéma,
voir si tout est concordant, si ce sont les bons calibres, si ce sont, par exemple, sur des disjoncteurs, les bonnes courbes, enfin, si le matériel est adéquat, si tout est dans les règles de l'art. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il note, et puis il renvoie le rapport, et l'entreprise est censée faire le travail pour que tout cela soit remis en état ou en ordre, pour qu'il n'y ait aucun risque pour qui que ce soit. Donc dans ma boîte, c'est un travail qui est régulier, qui est hyper rigoureux, et donc les aléas, je peux dire les pannes arrivent toujours, puisque sinon mon métier n'existerait pas, mais les aléas dus à une mauvaise installation, une installation mal conçue, à une mauvaise pose, ou à une dérive dans le temps due au manque de suivi, voilà, c'est des choses qui se produisent pas. Bon, j'ai la chance de bosser dans une boîte qui met vraiment les moyens sur tout ce qui est prévention, donc les choses se produisent pas. Par contre, je sais, parce que bon, dans le métier, on discute parfois entre professionnels, des gens qui voyagent dans des entreprises parce qu'ils sont en contact avec des boîtes, ils sont en sous-traitance ou en prestation, et tu arrives dans des boîtes où les choses sont pas forcément dans la règle de l'art, parce que c'est des boîtes qui vont être dans des, excusez-moi l'expression, c'est pas péjoratif, mais c'est comme ça, des trous perdus, et où il n'y a pas assez de culture, parce qu'il n'y a pas assez moyens, et puis parce que la structure permet pas de mettre en place tout cela derrière. Donc vous pouvez tomber sur des boîtes effectivement où ça se passe mal. Alors je reviens sur la maison. Donc après cette image choc, alors là on voit un disjoncteur, marque inconnu au bataillon, et puis un échauffement qui s'est produit sur des bornes. C'est pour moi le cas de figure de la panne électrique symptomatique dans une maison. Alors déjà, ça c'est le genre de panne que l'on peut prévenir. Voilà, on peut prévenir ce genre de panne tout simplement avec des fondamentaux. Ça veut dire déjà un contrôle visuel basique peut vous permettre de déceler cela. Ça c'est, alors comment ? C'est simple. Avant d'en arriver ici, à ce stade-là, lorsque vous avez un échauffement, vous avez un symptôme qui apparaît. C'est un début de, alors je vais pas dire de noircissement, mais vous commencez à voir la matière plastique qui commence à prendre cette petite couleur marron que vous voyez en périphérie. Donc ça, c'est le signe d'un vieillissement de la matière plastique accéléré par un échauffement. Donc ça peut paraître, sur un disjoncteur, vous allez trouver ça plutôt autour des bornes. Sur un contacteur qui veut être un contacteur type contacteur jour-nuit ou contacteur de puissance, vous allez retrouver ça sur les bornes, mais également, alors là, ça va être un peu plus délicat sur les côtés. Là, vous aurez du mal à le voir. Dans la zone, par exemple, où vous aurez la bobine. Alors une autre façon de pouvoir détecter une panne sur un contacteur qui va survenir, ça va être le bruit. Lorsque le matériel s'use, que les plastiques se dégradent, dû au vieillissement et à l'échauffement principalement, mais aussi également au matériau qui lui a un phénomène de vieillissement, vous allez pouvoir parfois entendre un bruit. Donc un bruit, vous savez, un bruit qui va avoir une résonance à 50 Hz. Un matériel qui ne fait pas de bruit, et puis tout à coup vous allez pouvoir entendre un espèce de zzz, voilà, comme ça. Donc vous allez avoir un phénomène qui va être un phénomène de jeu, qui va se répercuter sur l'ensemble, et puis un bruit qui va être aussi symptomatique d'un entrefer. Là vous chercherez le terme d'entrefer, qui s'accentue à cause du jeu qui s'installe dans le contacteur. Donc vous avez la vue, le bruit, et puis vous avez aussi l'odeur. Les matériels électriques, quand ils se dégradent de façon avancée, parce que les 3 symptômes que je viens de vous décrire, c'est déjà des stades hyper avancés, mais on va essayer de prévenir tout ça. Et l'odeur. Voilà, le matériel électrique, quand il commence dans sa phase terminale, on va dire, voilà, lorsque c'est même plus les soins palliatifs, c'est lorsque il est en train de voir le tunnel avec la lumière blanche, vous avez l'odeur si caractéristique des matériaux plastiques qui sont dans le contacteur, contacteur ou disjoncteur, voire même les câbles et les fils électriques. Vous avez cette odeur si particulière du matos électrique ou électronique qui, ça sent chaud, mais un chaud qui n'est pas un chaud conventionnel. C'est pas l'odeur du bois, c'est pas l'odeur vraiment du plastique qui brûle, c'est quelque chose d'encore plus désagréable. Donc ça, ce sont 3 symptômes, mais une fois que vous les constatez, vous êtes à un stade bien avancé. Avec le dernier que je vous ai décrit, là, c'est la mort clinique. Voilà, là, il n'y a plus d'électroencéphalogramme. Et puis, vous êtes vraiment dans une phase de risque, parce que cette odeur est très mauvais signe. Normalement, votre installation aurait dû détecter une anomalie avant et mettre tout ça en sécurité avant. Alors,
maintenant que j'ai fait un peu cette présentation, je vous ai ouvert quelques onglets. Alors rassurez-vous, tous les onglets que vous voyez ici ne vont pas être pour cette vidéo. Voilà. Donc rassurez-vous, ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Enfin, que vous ne le pensiez en voyant tous ces onglets. Ne prenez pas peur, restez. Alors, je me rappelle plus dans quel sens je vais ouvrir les onglets, mais je pense que j'ai mis une ordre chronologique. Donc voilà, disjoncteur, ça je l'ai vu des dizaines de fois dans l'industrie, et je l'ai vu quelques fois dans le bâtiment. Ensuite, ici, une image thermique. C'est quand on fait les contrôles dans l'industrie, avec APAV, avant qu'APAV vienne d'ailleurs, et APAV le font eux-mêmes. Moi, je sais que dans ma boîte, j'ai fait des contrôles thermiques sur toutes les installations de l'usine dans laquelle je travaille. Et donc, on a une caméra thermique qui vaut son pesant de cacahuètes, et on passe cette caméra thermique dans toutes les armoires, sur tout le matériel. Et ça nous permet de voir les zones d'échauffement rapidement de cette façon. Si la chaleur était uniforme, vous n'auriez pas ces contrastes de couleurs. Et là, vous avez l'échelle qui vous montre les différences de température et également les températures elles-mêmes. Donc là, vous pouvez voir très nettement un matériel qui peut être ça ressemble pas à un disjoncteur avec ce qu'on voit. Je sais pas, un relais. On voit qu'il y a un relais. Voilà, je veux dire que c'est un relais qui lui est soumis à un échauffement. Alors l'échauffement se produit quand mauvaise connexion, mauvais calibrage, surintensité prolongée. Et ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est que cette hausse de la température se propage également par les conducteurs. Donc il y a les conducteurs qui s'échauffent aussi. Alors là, nous avons un autre appareil, donc que je suspecte d'être un disjoncteur. Mais voilà, alors je le reconnais sans doute parce que je vois une espèce de quéquette, excusez-moi le vocabulaire, et on voit un échauffement sur le conducteur et également un échauffement au niveau des bornes avec vraiment un bon point rouge ici qui nous indique qu'il y a un gros problème. Donc la caméra thermique, c'est un outil vraiment redoutable pour la prévention qui vous permet d'anticiper un problème pour peu qu'on fasse le contrôle régulièrement. Moi, la caméra thermique, je vous ai dit, j'ai fait plusieurs fois ce contrôle, plusieurs années. On est très surpris parce qu'en apparence, tous les symptômes que je vous ai décrits avant, bruit, odeur et vue, vous ne les avez pas encore forcément. Quand vous les avez, c'est que déjà le matériel est très très dégradé. Et avant cela, pour détecter, la caméra thermique, c'est vraiment le top. Puisqu'ensuite, vous allez vraiment voir, vous pouvez balayer très vite. Franchement, matos indispensable. Alors d'ailleurs, vous voyez, là on est sur une page où on voit plein de points d'échauffement différents. Là vous avez par exemple des fusibles. Ici vous avez ce qui ressemble à être un interrupteur, parce qu'ici un interrupteur industriel, puisqu'ici je vois l'axe de la poignée sur lequel vous avez la poignée sur la porte de l'armoire électrique. Ici ça ressemblerait peut-être plutôt à un répartiteur. Bon, je ne vais pas faire toute la liste, mais vous voyez, voilà, clairement, avec ce genre de matos, voilà, c'est le top du top pour détecter un dispositif électrique qui est en train de se détériorer, qui est en train de partir en sucette, et puis la cause qui est souvent la cause première, la mauvaise connexion. J'avance. Alors, je vous ai dit, pour qu'une installation soit durable et sécurisée, il faut les faire dans les règles de l'art. Et les faire dans les règles de l'art, si vous suivez les recommandations, pour moi c'est pas de recommandations, c'est des impératifs, et les normes sur les installations électriques qui ont cette appellation-là, si vous vous conformez à ça, et que vous suivez toutes les indications qui vont vous imposer une certaine architecture d'installation, le matériel, donc le matériel adéquat, et puis les calibres, les sections de fil, enfin tout ce qui est à l'intérieur. Si vous faites les choses correctement, vous partez sur une base très saine. C'est bien beau, mais une fois que vous êtes sur cette norme, vous dites, ok Laurent, mais photovoltaïque. Photovoltaïque, il y a une norme, dans la norme, il y a une norme, une partie qui concerne photovoltaïque, sur lequel et auquel vous devez vous référer pour faire votre installation. Chose que j'ai faite il y a 5 ans, sans doute il faudrait que je refasse des mises à jour. C'est toute la problématique des normes, c'est que les choses évoluent souvent d'année en année, et vous installez un matos, il est aux normes l'année où vous installez, et votre installation globale est aux normes, et puis plus tard, vous revenez, 3-4 ans après, et votre installation est plus aux normes, mais elle l'était. Alors c'est pas pour autant forcément qu'il faut la refaire.
Il y a des contextes dans lesquels on doit refaire quelque chose, cas précis dans l'industrie. Par exemple, moi je suis pas dans les bureaux d'études, donc c'est pas le cas de figure qui me vient forcément à l'esprit le plus facilement. Mais il suffit que vous interveniez sur une partie de l'installation et que vous fassiez des modifications. Si vous faites des modifications, vous êtes obligé directement de mettre cette partie de l'installation ou l'installation aux normes vu que vous la retouchiez. Si vous ne l'aviez pas retouchée, vous ne seriez pas obligé de le refaire. Voilà. S'il y a des personnes qui sont dans les bureaux d'études, qui sont bureaux d'études ou préparateurs, enfin, ou voilà, qui sont dans la partie administrative et technique des installations électriques et dans la gestion, vous apporterez des précisions, voire même si vous êtes dans la même fonction que moi, mais que vous avez plus d'expérience en la matière ou plus de connaissances, vous apportez du complément. Très important. Lisez toujours le descriptif de la vidéo. Je fais une vidéo, lisez les descriptifs en dessous. Voilà, parce que je vais y apporter des correctifs. Puis également, lisez les commentaires des abonnés et des non-abonnés qui viennent sur la chaîne apporter leur matière, leur réflexion, leurs questions et puis leur matière, parce qu'il y a très souvent de très très bonnes choses mentionnées que vous nous mentionnez. J'ai pas dit que vous me mentionnez, mais que vous nous mentionnez à tous, puisqu'on est tous ici un peu acteurs du processus qui est de dynamiser le photovoltaïque. Donc, la norme NFC 1500, voilà, ça doit être votre Bible. Et puis, le fameux bouquin, voilà, bouquin Promotelec, le prix, je crois que ça doit être dans les 50 €, peut-être qu'il est moins cher. Ça doit être votre Bible, que vous retapiez une installation ou que vous fassiez une installation neuve. Ou que vous, voilà, ou même si vous installez du photovoltaïque. Alors, une petite Photoshop, j'ai pas dit Photoshop, c'est pas un montage, photo que j'ai récupérée. Donc ici, une autre panne électrique. Là, il ne s'agit pas de quelque chose sur un tableau ou dans une armoire. On voit que ça ressemble à une prise ancienne génération, et avec ici, du côté des phases, puisqu'on voit un pontage de neutre, on voit qu'ici, du côté des phases, il s'est passé des choses avec une certaine coloration et puis l'éclatement du matériel. Là, il y a déjà eu combustion apparemment, quand on voit à l'intérieur, là, il y a eu charbonnage. Donc voilà, ça semble être déjà du matos qui a vécu. Hein. Il y a le vieillissement du matériel, les vieilles installations. Voilà, vous devez vous poser la question d'ailleurs. J'arrive dans une maison, tout semble à peu près bon. Vous vous dites qu'il y a des fusibles. Allez, moi je dis passez tout en disjoncteur. Un disjoncteur maintenant c'est de qualité, c'est 20 balles quoi, 20 balles. Ne vous privez pas de ça. Vous refaites votre tableau disjoncteur. Enfin, vous faites refaire. Alors n'oubliez pas, parce que c'est bien beau les normes. On peut se louper. Moi, je suis pour le passage du consuel. Voilà. Payez-vous ce luxe du consuel. Le type, il va valider votre installation et il va vous dire non là, il va falloir que vous revoyiez votre copie. Voilà. Moi, je suis pour. Pourquoi ? Parce que je suis dans cette dynamique et cette philosophie de l'entreprise où je sais qu'il y a des spécialistes qui passent et puis qui corrigent. Et malgré que ceux qui gèrent, nous on gère au quotidien la vie de ces installations, malgré qu'on soit des professionnels et qu'on soit une structure complète pour gérer ce truc-là, la boîte qui vient contrôler d'année en année, elle vient pas se faire plaisir. Hein. Bon, elle vit de ce service, mais chaque année elle trouve des choses qui sont justifiées parce que il est impossible de gérer tout parfaitement si tu fais pas derrière un contrôle, voilà, pour supprimer la moindre possibilité de problème, de panne, d'aléas dangereuses pour les personnes, les bâtiments et les installations elles-mêmes. Allez, j'avance. J'avance. Voilà, donc Promotelec, on est sur site Promotelec, 6 solaires photovoltaïques, sécurité et performance. 2017. Donc ici, vous aurez toujours, ce fameux bouquin qui doit être votre Bible, plus des tuyaux, des informations, des directives, un cadre, les grandes lignes. Et puis on va aller à l'onglet suivant. Et ici, vous allez avoir ce qui doit être le sommaire de ce fameux petit bouquin et installation électrique des parties privatives. Et puis infrastructure des recharges de véhicules électriques.
Et puis installation solaire photovoltaïque. Voilà. Donc avec, vous avez déjà là-dedans, je dirais le B à bas et le cadre dans lequel vos installations électriques, photovoltaïques ou non, doivent être faites, et tenant compte de la réalité du moment. Le bouquin Promotelec d'il y a 20 ans, c'est absolument pas le bouquin Promotelec de maintenant. Il ne parlait pas de voiture électrique et il ne parlait pas d'installation solaire photovoltaïque. Voilà, la Bible. J'ai pas de contrat avec Promotelec. Simplement, Promotelec, ça a été le bouquin que j'ai acheté, que j'ai lu de long en large et en travers plusieurs fois pour faire l'installation électrique totale de ma maison, avant que le consuel passe et que le consuel me valide du premier coup l'installation. Ouais, voilà. Et depuis, j'ai eu des pannes électriques. Et oui, j'ai eu des pannes électriques. Allez, on avance. Alors sachez que voilà, c'est ce que je vous dis, nouvelle norme dans le photovoltaïque. Voilà, les normes évoluent sans cesse. Voilà, donc il faut s'adapter et il faut suivre. Alors, je vous ai dit, il y avait les normes qui fixaient le cadre pour la façon de poser et puis le matériel que vous allez choisir et poser. Ensuite, il y a la façon dont on le pose. Et le truc hyper important lorsqu'on fait de l'électricité, mais comme lorsqu'on fait n'importe quoi, c'est de travailler avec les bons outils. Alors, travailler avec les bons outils, ça veut déjà dire, la base, le tournevis d'électricien, avoir tous les types de tournevis possibles et nécessaires pour faire du serrage de connexion. N'allez pas resserrer une borne qui nécessite un gros tournevis avec un petit tournevis. Ne resserrez pas une borne où c'est une tête de vis cruciforme avec un tournevis plat. Prenez tout le temps le matériel qui va bien pour faire le boulot que vous avez à faire. Et là, vous aurez un couple de serrage qui sera optimum et sans chicoter, sans charogner les têtes de vis. Hyper important. Quand vous commencez à charogner les têtes de vis, quand le tournevis slip, vous allez esquinter le matos. Et lorsqu'éventuellement vous allez vouloir desserrer, si la tête de vis elle est bien serrée mais pourrie, vous êtes bien emmerdé. Donc le bon matos, les bons tournevis, extrêmement important. Les manches isolées, et ça c'est une évidence, mais également l'isolant sur la partie de la tige métallique avant l'embout de votre tournevis. Là, on voit, tiens, c'est marrant, j'ai tapé tournevis électricien. Voilà, on nous propose ça s'est glissé là, certainement problème de référencement. Un testeur de courant à diode. Bon, oui, la base, ça peut faire le boulot. Moi, je suis un peu plus exigeant. Voilà. Allez, on avance. Donc, l'outillage. L'outillage, mais alors là, le tournevis, intransigeance. Et l'autre, pour moi, l'autre outil sur lequel il faut être intransigeant, c'est la pince à dénuder. Voilà. Là, on a plein de modèles différents. Et pour moi, celle qui est à proscrire, c'est vraiment ce type-là. Là. Vous voyez, voilà. Alors, vous me dites, oui, mais il y a un réglage possible. Oui, mais comment tu fais le réglage? C'est la merde. Pourquoi je dis c'est à proscrire? Parce que si la vis, la profondeur à laquelle jusqu'où vous allez couper la protection de votre conducteur pour dénuder, si vous n'êtes pas bon, vous allez détériorer également les fils. Donc vous allez abîmer votre conducteur, vous allez diminuer la section et vous allez potentiellement créer des risques de panne a posteriori. Donc pour moi, ce type de matos, il est à proscrire. Et je reviendrai essentiellement sur le matos que j'utilise à l'école. C'est celui-ci. Alors c'est un peu plus cher. Bon, il peut y avoir du matos différent. Vous avez ça. Vous pouvez avoir des pinces. Est-ce que je peux en voir ici? Des pinces beaucoup plus simples. C'est marrant. Il y avait un modèle qu'on utilisait encore il n'y a pas quelques temps et je le vois pas ici. Bon, écoutez, moi je vais rester là-dessus. En pince, prenez ce type de matos. Il est très simple. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a deux lames avec diverses sections. Donc, vous prenez la bonne section de conducteur, vous le mettez dans le bon trou, vous exercez la pression, ça dénude, ça tire et ça enlève directement l'embout. Voilà, pour moi, c'est le matos que vous devez utiliser. C'est le top du top et là, vous esquinterez pas votre conducteur. Donc, autre matériel incontournable. Alors, l'autre matériel quand on fait l'électricité incontournable, pour moi, c'est le multimètre. Mais le multimètre,
Maintenant, vous pouvez faire mieux que le multimètre et vous avez la pince ampère-métrique multimètre. Voilà, donc vous avez les mots-clés, vous chercherez, je ne vous donne pas de matériel. Il y a les grandes marques, il y a les petites marques. Moi, par exemple, j'ai acheté dernièrement, la dernière que j'ai achetée il y a 2 ans, elle est passée où? C'est ce modèle-là, voilà, j'ai exactement ce modèle-là. C'est de la merde, voilà, c'est de la merde. Ça a fait le boulot pendant 1 an. À force de bouger le contacteur, le contact rotatif qui permet de changer à la fois de valeur qu'on va mesurer. L'appareil est complètement fou, ça marche une fois sur 2, je suis obligé ensuite d'appuyer sur le boîtier pour être sûr. Enfin, je suis obligé de contrôler que l'appareil qui me sert à contrôler fonctionne avant de l'utiliser. En fait, on devrait tous faire ça d'ailleurs. Avant de prendre une mesure électrique, il faudrait être sûr que l'appareil qu'on a pour mesurer fonctionne. Voilà, ça pour moi, c'est aussi un incontournable. Sinon, vous vous dites par exemple, je mesure 0 volts. Ouais, puis tu fous les doigts dedans parce que tu as oublié de faire tomber les disjoncteur et tu prends une purge. Alors, comment s'assurer que ça fonctionne, que ce soit ce matos ou un autre? Si par exemple vous voyez que vous avez une prise de courant, vous branchez votre aspirateur démarre, c'est qu'il y a du courant, enfin de la tension. Donc vous enlevez votre prise et puis vous prenez votre multimètre, vous le mettez sur bon calibre et vous le testez sur la prise qui marche. Et juste après, vous remettez le coup d'aspirateur, voir si ça marche bien. Comme ça, entre les deux, vous vous dites, j'ai fait ce contrôle-là et mon appareil m'a bien donné les 220 volts. Vous êtes sûr qu'il fonctionne. Moi, c'est un truc que je fais assez souvent quand j'ai un doute sur un matos. Je le teste avec quelque chose que je sais qui va pouvoir me donner une indication fiable. Alors, le multimètre, moi je vous conseille directement d'acheter une pince qui fait multimètre, donc qui aura à la fois la pince, courant alternatif, prenez courant alternatif, courant continu, et puis les 2 fiches qui vont vous permettre de faire des mesures de tension par contact. Voilà, il y a de tout, hein. Il y en a qui vont. Alors prenez quelque chose qui mesure les résistances. Si vous faites dans l'électronique, vous pouvez aller au-delà et plus. Mais je pense que plus vous voulez tendre vers quelque chose de précis et de pointu, plus il va vous falloir mettre de pognon sur la table. Comptez pas obtenir quelque chose de fiable avec un matos pareil. Il va falloir que j'investisse. Alors le matos. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai mis une photo, des photos que j'ai prises sur le web de points d'imagerie thermique. Donc une caméra infrarouge. Bon là, je suis allé sur Amazon. Voilà, ça ressemble à ça. Il y a plein de modèles différents. On est dans du matos qui a un certain prix. Question, est-ce que vous devez avoir ça à la maison? Moi, j'aimerais terriblement avoir ça à la maison. Pour l'instant, j'ai pas investi. Pourquoi? Parce que j'ai un pistolet thermique avec une petite diode laser qui me permet de savoir où je pointe et ce qui me permet à distance de mesurer la température. C'est beaucoup moins pratique que ça, mais ça peut faire le boulot. Alors ça a l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser pour plein de choses différentes. Pour contrôler vous pouvez contrôler les ponts thermiques d'ailleurs dans votre maison. Si vous vous dites, tiens, par où passe le froid, ça peut vous servir à ça. Voilà, moi je ne l'ai pas, mais j'aimerais bien l'avoir. Je voulais vous présenter ce matos pour vous dire que ça peut être une idée intéressante. Ça fait un peu luxe, mais voilà, ça fait le boulot et c'est vraiment utile, moi je pense. Autre matériel indispensable, c'est un testeur de différentiel. Alors le truc tout con, j'en ai déjà parlé. Ce matos, je l'ai, il va super bien, c'est pas cher. Je l'ai même payé plus cher que ça, c'est pour vous dire que les prix peuvent varier. Alors qu'à l'époque, c'était le moins cher que j'avais trouvé. J'ai payé 10 € de plus. Donc, vous connectez ça sur une prise. Ensuite, vous avez un calibre qui va définir le courant de fuite qui devrait faire sauter votre différentiel. Et normalement, vous montez. À un moment donné, ça doit faire sauter votre différentiel. S'il saute pas, c'est que vous avez un problème chez vous électrique. Donc, soit le différentiel est mort, il y a un problème dessus, soit vous avez un problème de mise à la terre et de masse. Alors également, ce matériel va vous dire s'il n'y a pas un problème de phase, parce qu'il y a d'autres LED qui vont vous dire si tout est OK. C'est un super matos, c'est pas cher, c'est hyper simple, vous n'avez pas besoin d'être électricien, donc indispensable pour connaître si vos différentiels fonctionnent. Alors petite info, le simple fait d'utiliser, vous savez, la petite quéquette qu'il y a sur un différentiel qui fait sauter le différentiel ne vous permet pas de savoir si le différentiel fait le boulot de différentiel.
Il vous permet juste de savoir si le différentiel mécaniquement va sauter, et ça vous permet également de faire un test chaque année pour le faire sauter. Voilà. Et derrière, pour savoir s'il peut faire son boulot. Tout matériel électrique dans le temps se détériore et vieillit, et comme c'est de la mécanique, une mécanique qui n'est pas utilisée ne s'use pas forcément, mais aussi peut aussi, on va dire, durablement se bloquer. Et donc il faut un disjoncteur, que ce soit un différentiel ou un disjoncteur standard, il faut régulièrement le manœuvrer mécaniquement pour qu'on s'assure qu'il fonctionne et pour maintenir son état de marche. Donc voilà, matos pour moi indispensable. Différentiel de maison, ça c'est pour votre sécurité à vous et à votre famille. Alors maintenant, je voulais vous montrer, je vous ai montré tout à l'heure des points de contact et d'échauffement. Là on est sur des contacteurs industriels et puis également modulaires, donc pour les tableaux chez vous. Alors typiquement, sur ces contacteurs industriels que vous pouvez très bien utiliser chez vous quand c'est dans un coffret ou dans un tableau qui permet de le recevoir, quand on voit qu'il se détériore, vous allez avoir la partie blanche dans cette zone-là. Alors ici, c'est un peu délicat sur ce modèle-là, puisqu'en fait, là, vous voyez que l'endroit où se font les contacts de puissance sont noirs. Et voir du noircissement ou une coloration qui change sur du noir, c'est pas forcément évident. Mais bon, quoi qu'il en soit, avec le temps, vous allez voir le contacteur changer de couleur. Vous allez également écouter ce bruit typique du contacteur qui vieillit avec cette résonance à 50 Hz. Autre endroit où on peut voir du vieillissement, si vous voulez, c'est sur les côtés, là où il y a la bobine à l'intérieur. La bobine, elle, est en permanence, enfin, peut-être en permanence alimentée, et la bobine elle-même génère de la chaleur qui, elle, peu à peu, va détériorer les plastiques. C'est pas des grosses chaleurs, mais peu à peu, voilà, ça va détériorer les plastiques, et vous vous retrouvez avec des échauffements, un changement de coloration, voire même une détérioration de la matière plastique à la longue, que vous allez plutôt voir se prononcer sur les côtés latéralement. Et concrètement, sur un contacteur modulaire, vous allez avoir le phénomène également, enfin, sur le côté et dans les zones de contact. Et si vous avez le fameux pistolet thermique, vous allez voir ça à l'intérieur même. C'est un peu le pistolet thermique pour le matériel électrique, c'est un peu la radiographie qui permet de voir si vous avez des fractures au niveau du squelette chez nous, les humains. Donc je voulais vous montrer ça pour vous dire, voilà, surveiller ces zones-là. Ici on en a un en plus gros qui nous permet de voir, très important, les indications. Là on voit la bobine, 220, 230 volts. On voit l'intensité nominale, c'est voilà, faut pas dépasser cette intensité nominale. Et ensuite des caractéristiques de coupure et de plage de tension adéquate. Et donc les puissances que peuvent encaisser ce matériel. Alors 1,2 kW, si vous prenez 25 multiplié par 220, ça on serait curieux de le faire. Faites la calcul et peut-être ça vous fera poser des questions, vous aurez des réflexions. Ça serait intéressant de faire des vidéos. Il faudrait qu'un jour je me pense là-dessus pour pouvoir lire les caractéristiques de certains types de matos. Alors voilà, j'ai un peu parlé de tout. Je vais relire ce que j'avais noté pour voir si j'oublie rien. Alors très important. Voilà, moi on est sur une marque que je connais pas. Pour le matos électrique, disjoncteur, contacteur, tout ce qui doit faire passer de la puissance, ne lésinez pas, prenez de la marque. Voilà, prenez de la marque. Vous les connaissez, ces marques les plus courantes, hein, et vous le verrez, elles parlent. Le prix sera pas le même que les autres. Donc ça, je voulais le dire. J'ai à peu près dit. Alors les pannes électriques. Il peut y avoir une autre origine de panne électrique. Et vous allez peut-être être concerné dans le photovoltaïque et pas forcément chez vous. Ça va être les infiltrations d'eau. Alors typiquement, dans le photovoltaïque, la pénétration d'eau, vous allez avoir ça dans les connecteurs, les petits connecteurs qui s'enclipsent, mais également dans tout ce qui est boîte qui permet de faire de la jonction, ou les boîtes, ce qu'on appelle les sectionneurs, les interrupteurs sectionneurs que vous allez avoir proche de vos panneaux solaires qui permettent de couper le jus en cas d'urgence ou en cas de travaux pour que votre maison ne reçoive pas c'est de la tension des panneaux solaires. Donc cet appareillage-là, il y a un phénomène de condensation qui se produit à l'intérieur, mais il y a également des pénétrations d'eau avec le temps à l'intérieur. Donc
c'est là-dedans, quand l'eau va s'accumuler, si les bornes, euh, de connexion commencent à baigner dans le bouillon, vous allez avoir un phénomène d'oxydation anticipée. Alors si vous êtes en 24-48 volts, parce qu'une installation photovoltaïque, on peut aussi être sur des plus basses tensions si on est dans le contexte d'une voiture. Hein. Donc, mais bon, voilà, on va rester sur le cas de figure de la maison. Quand les bornes commencent à être dans le bouillon, vous allez avoir une espèce de phénomène d'électrolyse qui se produit. Et ce phénomène, vous allez avoir l'électrolyse et puis une détérioration des bornes, une oxydation, jusqu'à ce que les têtes de vis soient complètement bouffées par l'oxydation, et puis jusqu'à ce qu'il y ait une panne plus grave qui se produise. Ça, c'est un truc que je vois fréquemment dans l'industrie, l'eau qui pénètre à l'intérieur de dispositifs électriques. Donc ça, c'est une cause de panne sur lequel il faut veiller à ça au niveau de vos installations en extérieur. Je vous l'ai dit aussi, très important, les appareils électriques ont des classes de protection. Alors les fameuses classes IP, je ne vais pas vous faire le listing parce que je ne les ai pas en tête. Mais les classes IP, ça va être contre les projections et les pénétrations de quoi que ce soit. Par exemple, moi je vous l'ai dit, le truc tout con auquel j'avais jamais pensé, mon chat qui s'est mis à pisser sur mon onduleur. Voilà, si l'appareil n'avait pas eu la classe adéquate, et ben la flotte aurait pénétré à l'intérieur de l'onduleur. Et imaginez-vous les dégâts à la fois pour l'onduleur et pour la bistouquette du matou. Voilà, donc très important, les projections d'eau, pensez-y également, là où vous mettez votre matériel, votre installation photovoltaïque, les choses bougent dans le temps, évitez que votre chat pisse sur le... Voilà. Alors mon chat fait pas 1m50 d'eau, non, c'est qu'il y avait un meuble à proximité, et suffisamment près qui permettait de pouvoir se mettre et puis de se dire tiens je vais pisser sur l'onduleur. Je vous raconte pas des conneries. Hein. Quand je vous dis des conneries, je raconte des conneries. Alors, donc, chose que vous devez faire chez vous. Voilà, c'est impératif. Chez vous, faites l'inventaire. Vous faites l'inventaire de partout où se trouvent des boîtiers de connexion, des boîtes de dérivation. Faites l'inventaire. Essayez de les trouver pour savoir où sont alimentés et où se répartissent les diverses branches d'alimentation de votre maison. Une fois que vous les connaissez, tout ça, bien sûr, ça peut être dans les combles, c'est très souvent dans les combles. Une fois que vous les connaissez, dites-vous, allez, une fois tous les 5 ans. Et puis, allez, moi je dirais tous les 5. Vous tombez le jus de la maison et de l'installation photovoltaïque. Voilà. Vous coupez le jus. Vous contrôlez avec le matériel adéquat que vous êtes sûr qu'il n'y a plus le moindre volt sur n'importe quelle borne que vous allez toucher. Vous faites une condamnation, vous prévenez tout le monde, vous avez coupé le jus. Alors condamner un dispositif, ça veut dire empêcher qu'il puisse être réactionné, donc faites le nécessaire. Et une fois par an, vous allez, pas tous les 5 ans, moi je dirais tous les 5, vous allez dans ces boîtiers, vous prenez les bons tournevis, et avant de prendre le tournevis, vous allez dans ces boîtes et vous tirez sur les connexions. Vous leur tirez, vous tirez quoi, vous bricolez pas. Alors en fil rigide, c'est un peu difficile, en fil souple, c'est plus facile. Mais vous tirez. Déjà, ça vous permet de voir. Des fois, vous avez des surprises. Hein. J'en ai eu chez moi, alors que j'ai fait ces contrôles régulièrement. J'ai eu 2 pannes de ce style-là chez moi, des connexions défaillantes. Une dans un boîtier dans les combles et une sur mon tableau dans lequel j'ai exclusivement des raccordements de bornes. Et donc, tirez sur ces fils et vous pourrez avoir peut-être des surprises. Un des fils va venir et vous vous retrouverez avec une mauvaise connexion apparente. Donc, première chose, vous tirez dessus une fois mis en sécurité. Et puis, si quelque chose vient, vous remettez et vous resserrez. Impératif. Et vous retirez. Il faut savoir si, voilà. Et ensuite, vous passez sur toutes les bornes avec le bon tournevis pour avoir le bon couple, bien prendre ça en main et puis la bonne tête. Et puis, vous resserrez tout. Alors, et vous verrez, vous serez surpris. Vous serez surpris. Ah oui, des fois, vous vous dites, vous allez faire un tour et demi. Et parfois, vous allez faire un quart de tour. Ça va dépendre, en fait, du temps entre les divers contrôles. Et puis, si le boulot a été fait au préalable ou pas. Donc, impératif. Vous faites ça dans vos boîtes de dérivation. Et vous faites ça
dans votre tableau électrique, aussi bien sur toutes les bornes. Voilà. Et vous faites ça sur phase neutre et sur le fil terre neutre, le fameux jaune-vert. Vous faites également ça sur tous les autres appareils, partout, voilà, partout vous voyez une borne. Alors vous savez maintenant il y a du matos où vous pouvez non plus par serrage mais par pincement. Moi j'aime pas trop ce matériel-là. Mais bon, ça c'est un choix. Alors vous avez la problématique de vos prises de courant et des interrupteurs. Là c'est voilà. Alors le risque de panne et de danger à l'intérieur de ce matos-là est beaucoup moindre parce que les intensités qui vont circuler là-dedans vont être moindres. Là où vous avez les grosses intensités, c'est là où il y a les nœuds. Et les nœuds, c'est là où il y a la centralisation des connexions et là où également il y a les appareils qui vont être protéger votre maison. Donc c'est ce qu'il faut surveiller en premier. Et au niveau de l'interrupteur, la bonne idée, c'est que quand vous refaites les papiers, pareil, paf, on coupe le jus, on ouvre le capot, en faisant attention, parce que qui dit maison, maintenant moderne, dit placo. Quand on ouvre tout ça, les boîtes, le placo a tendance à... Voilà, c'est friable. Donc vous y allez tranquillou, avec patience. Et puis, vous regardez, et puis, vous mettez un coup au kiki. Et puis ensuite, vous remettez ça patiemment, en reprenant, voilà, sans forcer, en redonnant la forme au fil rigide, pour que tout rentre correctement dans la boîte sans forcer. Donc voilà, ça c'est peut-être l'occasion, c'est les papiers. Alors les papiers, 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'ai jamais eu de panne sur les prises. Et sur les interrupteurs, j'ai toujours eu, voilà, les pannes que j'ai eues, alors je vais vous les décrire, c'est une mauvaise connexion, due, je pense, au fait que quand tu travailles dans le noir et dans les cornes, dans des positions inconfortables et que tu fais ton installation, t'as beau essayer de faire au mieux être un pro, de temps en temps, tu peux en chier une connexion, quoi. T'as tout serré à bloc, hein, t'as tout serré, mais il y a un des fils qui peut-être que tu n'as pas rentré correctement. Et puis ensuite, tu peux avoir oublié une borne au serrage, malgré le fait que voilà. Et puis cette panne s'est produite aussi dans un tableau de répartition. Ça s'est traduit par un tableau électrique où j'ai une partie répartition qui s'est traduit concrètement par un petit bruit bizarre. Oui, ça faisait par moment, ça faisait un petit zzz. Oui, parce que les mauvaises connexions, il y a aussi parfois un petit bruit qui peut s'entendre. Voilà, un petit grésillement. Alors, je fais le tour. On a fait le tour, voilà. Je voulais vous parler de ça, ça me semble indispensable. Je voulais vous sensibiliser, je voulais aussi vous inciter à prendre des devants, à faire de la prévention, à faire un suivi de votre installation, photovoltaïque, mais pas que maison, pour que vous ayez évité des pannes de base. Je vais parler du matos que j'ai déjà eu à changer dans une maison, avec le temps, suite à l'usure. Des portes fusibles, oui. Avec le temps, au bout de 15 ans, 20 ans, les portes fusibles qui ont noirci, qui devenaient friables. Ça, je l'ai vu, j'ai eu à le changer. J'ai vu des contacteurs. Même mécanisme, usure, le plastique devient friable. Pourtant, bon calibrage des contacteurs. Bon calibrage des contacteurs, mais vieillissement au bout de 15-20 ans. 15 à 20 ans pour le matériel d'avant. Maintenant, je ne sais plus. Je pense que le matériel de maintenant est moins qualitatif. C'est mon avis. Dans l'industrie, le matériel tient moins longtemps maintenant qu'il tenait avant il y a 15-20 ans. Voilà. Ils ont baissé les coûts, ça a un impact. Donc, pareil, plastique friable, vibration, ça s'écoutait très clairement, et puis des bouts de plastique du contacteur qui sautaient. Qui pétait, vous retrouviez avec de la matière par terre. Je réfléchis, disjoncteur, oui, disjoncteur différentiel. Un disjoncteur différentiel qui ne marchait plus. Voilà. Même la quéquette ne faisait plus sauter le bazar. Et donc, quand tu branchais le testeur, il marchait plus non plus. Et également, un petit disjoncteur qui, alors le truc assez curieux, quand il sautait, il coupait pas le passage du courant et de la tension. Donc, imaginez une surtension, une surintensité dans mon circuit, il n'y en a pas eu, donc c'est dans le circuit où j'ai vu cette panne. Imaginez cette surintensité. En fait, ce qui se passait, c'est simple, c'est que les bornes étaient collées. Voilà, les bornes étaient collées. Et donc, collées, tu avais beau actionner, elles ne se séparaient pas. Donc, imagine dans ce cas de figure, surintensité, ta maison, elle prend feu. Voilà. Ça, c'est un autre cas de figure. Pourquoi ? Parce que ton appareil n'aura pas fait le boulot
de coupure. Alors dans l'industrie, mais comme dans le bâtiment, ça je l'ai pas eu dans le bâtiment, mais le problème est le même. Ce qui peut se produire, alors c'est que vos contacteurs jour-nuit qui vont se battre régulièrement, quand vous êtes en fonctionnement normal, ils vont pas se détériorer. C'est à l'ouverture se produit un arc électrique avec les bornes qui se séparent. Cet arc, avec le temps, va détériorer les points de contact, va les noircir et les faire fondre. Et il peut arriver parfois, dans certaines conditions, donc une fois qu'ils noircissent, ensuite qu'ils s'altèrent au niveau du point de contact, où le point de contact est moins bon, l'intensité qui doit circuler va passer sur des points plus restreints, et donc va se produire un phénomène presque de soudure. Et vous vous retrouvez dans le même cas que je viens de vous citer avant, c'est-à-dire qu'en fait le disjoncteur ou le contacteur, mais là on va parler de contacteur précisément, va rester collé. Et donc ça se traduit par exemple pour un convoyeur, par exemple qui va être monté par un contacteur non inverseur, mais ça pourrait être un inverseur, et il va pas s'arrêter. Voilà, alors que vous avez piloté le contacteur pour que tout s'arrête. Donc voilà. Aussi, on va retourner sur le photovoltaïque. Je vous parle du photovoltaïque parce que c'est l'industrie qui m'y fait penser. Quand vous avez un onduleur, moi, le onduleur, dans le pendant, l'industrie de l'onduleur que vous avez, pour moi, j'ai des onduleurs. On gère des onduleurs dans l'industrie, des beaux jouets, des beaux bébés. Et c'est le variateur de fréquence. Voilà, c'est l'appareil qui ressemble le plus en termes de volume et de principe de fonctionnement. C'est assez proche, à mon avis. Et donc, pensez pareil, ventilateur. Les ventilateurs, il faut qu'ils soient nickel. Il faut que quand vous les tournez à la doigt, il n'y ait aucun point de résistance. Et voilà, il faut ensuite, à l'intérieur, dans vos onduleurs, vous avez des radiateurs de dissipation thermique. Il faut qu'ils soient nickel. Aucune poussière, aucun résidu. Pareil, les grilles d'aspiration par lesquelles circule l'air entre l'intérieur et l'extérieur, il faut que ça soit tout nickel. Là, pareil, là c'est nettoyage tous les ans, pour moi, impératif. Donc, en prenant les mesures de sécurité, contrôler ça et nettoyer. Et puis les connexions. Voilà, bon, vidéo longue, mais je pense que c'était un point important. Je voulais parler, je parle en fait de mon public. Pour moi, le public, je sais qu'il y a vraiment des spécialistes. Puis je sais qu'il y a des novices, et puis je sais qu'il y a des intermédiaires. J'ai apporté, vous voyez, vraiment là, c'est ce que j'aime bien vous donner, moi, c'est du vécu. Moi, vous donner des formules, tout ça, ça me pète les couilles. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler à partir du vécu, de la réalité que j'ai pu voir sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus et qui vous parle le plus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par cette image, parce que ça, je l'ai vu plein de fois. J'ai vu des incendies d'origine électrique dans l'industrie. J'ai eu à en éteindre un. Je vous garantis, c'est la merde. Je vais vous dire d'où était l'origine électrique de ce matos. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une armoire que je connaissais parfaitement et dans laquelle j'avais bossé plein de fois. Cette armoire était constituée c'était une armoire qui faisait 2 mètres de large sur 2,50 m de haut, qui contenait des contacteurs, des relais, des dispositifs de protection, donc disjoncteurs, fusibles, des bornets de raccordement, des variateurs de fréquence et des platines électroniques qui sont des mini variateurs de vitesse pour des moteurs qu'on appelait des flux laminaires. Et il se trouve que ces platines qui avaient la dimension de ce téléphone, étaient des platines qui s'enclipsaient un peu comme on enclipse des cartes électroniques, des cartes mémoire dans un ordinateur. Mais là, il s'agissait de borniers beaucoup plus conséquents, qui étaient faits pour faire contact et support, donc avec un verrouillage mécanique, contact et support avec ces platines électroniques. Il y a eu un problème d'usure de point de contact sur ce bornier, sur la partie puissance du bornier qui permettait d'envoyer la tension au moteur ce qu'on appelle un flux laminaire. Cherchez sur internet, si vous tapez moteur flux laminaire, vous verrez. C'est dans l'alimentaire et le pharmaceutique pour l'hygiène alimentaire lorsque tu mets des aliments ou des trucs qui ne doivent pas être détériorés sous un flux continu d'air filtré pour qu'il n'y ait pas de contamination. Et donc c'est sur ce point de contact qu'il y a eu un vieillissement
et c'est produit ce type d'échauffement-là. Et, ben un des appareils de protection, pourtant malgré les surveillances, les contrôles, n'a pas fait son boulot. Et donc, ben, il y a eu une combustion qui a démarré carrément dans cette zone. Et vu qu'on n'était pas sur zone quand l'incendie s'est produit, quand il a démarré, on est peut-être arrivé peut-être 2 à 3 minutes après le début de l'incendie, ben, la totalité de l'armoire était en feu. Et là, pour l'éteindre, ça pique. Voilà, quand vous n'êtes pas un pro, vous êtes en mode panique, vous fouettez quoi. Vous mettez des olives et vous en faites de l'huile. Donc ça, je l'ai vu avec l'incendie sur non pas sur un disjoncteur, mais sur des borniers de raccordement. Et puis je l'ai vu dans des armoires. Et ce que j'ai vu, c'est avec les caméras thermiques. J'ai vu du matos qui était en mode dégradé très avancé. S'il n'y avait pas eu ce contrôle thermique avec les caméras, on allait directement à ce stade-là et voire plus si affinité. J'ai vu, alors si j'ai eu à réparer une fois une armoire électrique qui avait pris feu, hein. Une petite armoire sur un sécheur de matières premières, sur un sécheur c'était du PVC à l'époque, ce qui servait à fabriquer les bouteilles. Et ce sécheur matériel, alors c'était un contacteur qui était défaillant. Sécurité qui n'ont pas fait leur boulot, l'intensité dans les fils électriques qui est montée en flèche, et les conducteurs ont pris feu. Et ça a endommagé des contacteurs. Donc voilà. Donc là, c'était dans une armoire confinée, pas trop de volume, pas trop de matos, ça en est resté là. Mais voilà, voilà. Quand tu es en 30 ans, tu peux voir pas mal de choses quand tu es en H24 avec l'électricité. Les amis, j'espère que j'aurai pas chié la vidéo, qu'elle vous aura intéressé. Et puis maintenant, ça va être à vous de bosser pour faire en sorte que ça, vous ayez jamais de problème à la maison. Petite panne comme grande panne. Tout ça peut se prévenir, tout ça peut se supprimer totalement. Allez, à plus.